Donc, ben, c'est ça, mon nom c'est Anne, je suis psychologue, je suis psychologue clinicienne en fait normalement là, depuis plusieurs années. J'ai travaillé presque toute ma vie avec des troubles concomitants, que ce soit au Douglas ou au Centre d'adaptation en dépendance de Montréal. Puis pourquoi je suis ici, c'est parce que André Joron a pris sa retraite, ergothérapeute. Et donc, je présente sur l'EM, sur l'entretien motivationnel, parce que je suis tombée en amour avec l'EM peut-être dans les courants des années 2000. Puis qu'est-ce qui m'a comme attrapée dans l'EM, c'est que dans nos troubles concomitants, les personnes qui souffrent de troubles concomitants, quand elles se présentent à nos bureaux, qu'elles ont besoin d'aide, en général, elles sont face à un changement qu'elles devraient peut-être faire, qu'elles contemplent. Donc, ce sont des personnes qui sont ambivalentes. Et le M a été prouvé efficace pour les gens qui sont ambivalents. Donc, c'est le fun d'utiliser quelque chose qui risque de fonctionner. Donc, ça, c'était une des raisons. L'autre des raisons, c'est que ces personnes-là, des fois, elles arrivent dans le bureau puis elles sont un peu désorganisées dans leurs pensées, dans leur discours. Donc, je me rendais compte, surtout quand j'étais plus jeune, que je me laissais entraîner vers leur désorganisation, puis on tournait souvent en rond. Puis avec le M, ça m'a donné comme un fil conducteur, puis ça m'a donné la permission de les interrompre pour venir sur le sujet qu'on a décidé ensemble, le sujet de discussion. L'autre des raisons pour lesquelles je suis tombée en amour avec le M, c'est que c'est une approche qui est humaniste. C'est inspiré de Carl Rogers, puis on n'est pas du tout dans le pourquoi et du comment de la souffrance, d'essayer de gratter le passé. On est beaucoup plutôt dans le moment présent, puis dans le futur, puis on est par quoi est-ce que ça t'aspire? Par quoi es-tu aspiré? Qui tu as envie d'être? Donc, on n'est pas du tout dans le pourquoi, puis c'est même un mot qu'on essaye d'éviter, puis mais plutôt par quoi par quoi tu as envie où veux-tu aller? Puis peut-être une autre des raisons là, qui m'a inspirée par rapport à l'EM, c'est que quand on utilise un peu le chapeau de l'EM, on diminue notre fatigue de compassion parce qu'en tant qu'intervenant, ça nous enlève le fardeau de dire la personne qui est devant moi, elle doit et va changer. Nous, on est un accompagnateur vers le changement. On est comme le copilote dans l'avion, puis c'est la personne qui est son propre pilote. Nous, on l'accompagne. Donc, voilà. Ça, c'est les raisons qui m'ont fait apprécier le M et qui m'ont fait l'utiliser. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est sûr que vous êtes assez familier avec le M. On a décidé avec le comité de faire une capsule 1, donc capsule 101, de revenir aux principes de base. Puis, l'année prochaine, on va faire une capsule 2, si on veut, sur certains points très particuliers de l'EM. Donc, si vous avez des idées, s'il y a des points que vous aimeriez qu'on aborde, vous pourriez l'indiquer dans l'évaluation par la suite. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les paramètres qui définissent l'entretien motivationnel, puis on va comprendre certains principes fondamentaux dans l'application de l'entretien motivationnel. Donc, qu'est-ce que l'EM n'est pas? Donc, l'EM n'est pas le modèle transthéorique du changement de Prochaska et Di Clemente, donc les stades de précontemplation, contemplation, préparation, action et maintien. Ce sont des cousins, parce que les deux parlent de changement. Mais le premier, le modèle transthéorique, c'est vraiment juste un modèle théorique, tandis que l'EM est vraiment une approche clinique. C'est un modèle clinique qui s'apprend en plusieurs années, puis qui demande même de la supervision. Et on peut faire de la recherche, parce qu'il y a vraiment comme des paramètres très, très, très précis de l'EM. Donc, on peut faire de la recherche pour voir avec quelle clientèle c'est efficace, quelle clientèle n'est pas efficace, et puis qu'est-ce qui fait partie de l'EM et qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'EM. L'EM n'est pas la balance décisionnelle. On a longtemps associé la balance décisionnelle avec l'EM. Donc, la balance décisionnelle, c'est de voir les pour et les contre, par exemple, de la consommation ou les pour et les contre du changement. En 2013 et avant, les auteurs ont fait de la recherche avec l'aide de psycholinguistes où ils ont fait les décomptes quand ils regardaient les propos des clients, ils ont fait les décomptes des propos qui allaient vers le changement et le décompte des propos qui allaient vers le statu quo. Donc, qui parlaient plus, par exemple, des avantages de la consommation. Ils se rendaient compte que plus la personne parlait des avantages de la consommation, moins elle allait changer. Et à l'inverse, plus une personne parlait, par exemple, des conséquences de la consommation ou des avantages du changement, plus elle se dirigeait vers le changement. Donc, la balance décisionnelle, elle est
Elle est à proscrire quand la personne est ambivalente, quand elle vient dans notre bureau au début. Par contre, on peut l'utiliser quand elle commence à être dans l'action. Et puis, c'est comme un espèce de rappel d'où elle vient, un rappel de son historique, des raisons pour lesquelles elle a voulu changer. Le M n'est pas simplement centré sur la personne, parce que, comme l'approche humaniste le précise, elle est centrée sur la personne et sur un sujet de changement qui ont été identifiés. Le M n'est pas une thérapie comportementale cognitive parce qu'on n'est pas là pour modifier ou faire douter des croyances. Et puis, c'est simplement pas une technique. C'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui s'apprend sur de nombreuses années. Donc, c'est quoi la définition de l'EM? Mais en fait, moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que l'EM, c'est un peu un art de la communication. L'art de la communication, parce que tous les mots que l'intervenant, le clinicien va dire, tous les mots que les patients vont dire sont hyper importants parce qu'on veut que la personne qui est devant nous s'entende parler. Donc, nous, on reflète ce que la personne nous dit. Donc, les choix des mots, c'est primordial. Et c'est aussi l'art de l'écoute. J'aime l'image de dire qu'on est comme un éléphant avec deux grandes oreilles. On développe notre écoute pour pouvoir être capable de bien refléter ce que l'autre nous dit. Donc, c'est une conversation entre deux personnes qui est centrée sur un objectif commun. Et puis, nous, notre but, à travers cette conversation, c'est de faire évoquer le discours vers le changement. On veut que la personne, elle s'entende parler et qu'elle s'auto-convainc qu'elle doit changer, qu'elle a les besoins, qu'elle a le désir et qu'elle a les capacités de changer. Donc, le but de l'EM, ce sera justement de faire augmenter le discours en faveur du changement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la personne est ambivalente. Donc, elle est ambivalente, c'est qu'il y a une partie d'elle qui ne veut pas changer, ce qui est le discours de maintien, puis il y a une partie d'elle qui veut changer, qui est le discours de changement. Donc, quand ils arrivent dans le bureau, c'est comme une balance, et puis le discours de maintien, il y a plus de poids. Donc, la peur de changer, la peur de la nouveauté, la peur de ne pas être capable, les avantages de la conso, du statu quo. Il y a quand même des avantages dans la situation dans laquelle la personne se trouve. Donc, le discours de maintien prend plus de place, est plus lourd. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est renverser la valeur, puis que tout ce qui est discours de changement, donc les avantages d'être quelqu'un d'autre, les avantages de faire autre chose deviennent plus importants, deviennent comme une espèce de priorité. Pour faire de l'EM, on se rend compte qu'il y a comme, c'est pas juste une technique, comme on disait, qui sont les outils de l'EM, donc les compétences, mais c'est surtout aussi l'esprit. Donc, c'est un savoir-faire et un savoir-être. Donc, les outils comme nous permettent d'incarner l'esprit. Donc, quand on parle de l'esprit, on parle de partenariat, on parle évidemment là, de deux personnes qui conversent, deux personnes qui se rejoignent, deux expertises, donc une experte en changement, puis l'autre personne est experte de sa vie. On parle de compassion, donc on parle que l'intervenant veut que la personne qui est en face d'elle soit libre de souffrance. On veut que l'intervenant, vraiment, tout son être, désire que la personne aille bien. Quand on parle aussi de l'esprit, on parle de l'évocation. On veut vraiment que la personne s'entende parler, qu'elle s'auto-convainque. Parce que, je pense que c'est Galilée qui disait, là, je l'ai écrit, Galilée disait, on ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire évoquer l'autre. Puis l'acceptation. On accepte l'autre par le soutien de son autonomie. On croit que la personne, elle peut devenir le plus possible autonome par une empathie profonde, par de la valorisation et aussi par une croyance indéfectible en sa valeur. La personne qui est devant nous a de la valeur. Elle vaut quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment une espèce de philosophie, presque une philosophie d'intervention, une philosophie d'être. Donc, comment procéder? Bien, il y a 4 processus dans l'EM qui interviennent de façon successive et qui sont interdépendants les uns des autres. Dans le sens qu'on commencera toujours par le processus de l'engagement, c'est-à-dire la relation, puis on va toujours par la suite après se focaliser sur un sujet
et ensuite, par la suite, faire évoquer, justement, renforcer les raisons, les besoins, les désirs et les capacités de la personne à vouloir faire ce changement-là, de la cible qui a été identifiée. Par la suite, on planifie. Un des pièges, c'est qu'on veut demander à la personne de passer à l'action trop rapidement. On n'a pas notre engagement, on n'a pas notre relation. Donc, toujours se poser la question, est-ce que j'ai ma relation de confiance avec ma personne? Est-ce que j'ai ma cible? Est-ce que la cible, est-ce que je dois la révisiter? Puis, est-ce que je suis vraiment en train de faire l'évocation sur le changement qu'on a identifié ensemble? Donc, le premier processus qui est l'engagement, donc la relation thérapeutique, c'est le plus important. Okay? Sans la relation, dans cette approche humaniste, il ne se passe rien. Donc, l'importance de garder en tête qu'à chaque moment qu'on est avec la personne, est-ce que je lui offre un moment où elle peut se sentir à l'aise de se dévoiler, de parler de sujets honteux, de parler de sujets intimes. Est-ce qu'elle est capable de se mettre à l'aise pour parler de tous ces sujets-là, autant à nous, le clinicien, mais à elle-même? Est-ce qu'elle est capable de se l'avouer? Donc, toujours avoir en tête, est-ce que je crée ce climat-là? Et puis, c'est sûr qu'un des pièges, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être capable d'ouvrir le livre, donc créer la relation avant de trouver des solutions. Donc, le deuxième processus, la focalisation, c'est la cible. Donc, ce sont comme deux personnes qui se rencontrent, donc deux points de vue qui se rendent compte. Puis, comment est-ce qu'on peut trouver avec ces deux points de vue-là un terrain commun, une direction ensemble? Il faut que la direction fasse sens pour tout le monde. Il faut qu'elle fasse sens pour la personne, mais aussi qu'elle fasse sens pour le clinicien et en fonction de sa mission, en fonction de son organisation. Donc, comment est-ce qu'on peut co-construire ça? Évidemment, c'est sûr que, comme on disait tout à l'heure, c'est la personne qui est le pilote, donc il faut que c'est elle qui dirige, mais il faut aussi que le clinicien soit à l'aise dans tout ça. Troisième processus. Donc, troisième processus, évidemment, très important aussi, je le disais, le discours de changement, c'est de l'art. Donc, comment faire pour, d'abord, il faut le reconnaître, donc notre grande écoute, notre grande oreille, il faut le reconnaître parce que les personnes vont nous, spontanément, dans leur discours, vont nous donner des petits cues du discours de changement, comme « Ah, je devrais peut-être, j'ai fait ci, peut-être que… » Donc ça, c'est des petits mots qui nous indiquent que la personne, elle parle de discours de changement, elle est en train d'évoquer. Donc là, nous, il faut qu'on le reconnaisse. Après ça, il faut y répondre. Et puis, des fois, la personne, elle ne nous en parle pas spontanément. Donc, nous, il faut apprendre à aller le chercher, à le faire évoquer, à le susciter. Donc, il y a des exercices, il y a des façons de faire pour inciter la personne à la faire réfléchir là-dessus. On a mis l'image du barrage parce que c'est comme un peu la notion que l'eau qui est en amont du barrage, c'est le discours de changement. Donc, il faut récolter assez d'eau, assez de quantité de discours de changement avant d'ouvrir les vannes. Et le piège, c'est « on entend un discours de changement, donc le discours, on passe à l'étape de l'action. » Mais c'est un piège. On va trop vite. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir assez de quantité de discours de changement, mais aussi, il faut en avoir en intensité. Il faut qu'il y ait du débit. Puis, pour aller chercher l'intensité, il faut aller chercher l'intrinsèque, ce qui est comme sous-jacent, ce qui est les thèmes racines. Donc, par exemple, les valeurs. Plus tu vas chercher quelque chose qui est relié aux valeurs, plus tu as de chances qu'il y ait un moteur de changement. Donc, il faudrait qu'il y ait assez de quantité, assez d'intensité pour que les vannes du barrage, elles explosent, pour que la personne puisse passer au changement. Donc, ici, c'est un instrument de codage qui permet d'évaluer notre processus d'apprentissage de l'EM et de voir si on est cohérent ou pas avec l'approche. C'est aussi utilisé beaucoup en recherche. Donc, c'est un outil qui est objectif. Il y a deux sections dans l'outil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, par exemple, enregistrer une entrevue et on va se centrer uniquement sur les propos du clinicien, les propos de l'intervenant. Et on va regarder dans la première section, on va faire une évaluation globale
des propos en fonction de plusieurs échelles, de ça, en fonction de plusieurs échelles. L'autre section, la deuxième section, c'est qu'on va regarder phrase par phrase les propos de l'intervenant, et puis on va voir s'ils sont adhérents à l'EM ou ils sont non adhérents à l'EM. C'est super intéressant comme processus de réflexion, puis ça nous aide à avancer dans notre apprentissage. Donc, par exemple, quand je vous disais qu'on pouvait, dans la première section, faire une analyse globale, on va regarder, par exemple, comment l'intervenant va cultiver le discours du changement. Donc, sur une échelle de 1 à 5, si la personne a un score de 3 et plus, elle est considérée comme une maîtrise de l'EM. Donc, par exemple, le score du numéro 3, le clinicien va porter une attention au langage de la personne en faveur du changement, mais manque quelques opportunités d'encourager le discours de changement. Donc, dans son discours, dans ses propos, elle va soulever le discours de changement, mais pas tout le temps, pas de façon consistante. Puis, par exemple, à l'inverse, quand elle score 5, le clinicien fait preuve d'un effort marqué et constant pour augmenter la profondeur et l'intensité du discours de changement. Une autre des échelles, c'est sur modérer le discours de maintien. Une des échelles, c'est sur le partenariat. Une autre des échelles, c'est sur l'empathie. Donc là, je vous donne un peu un exemple. C'est sûr que c'est fictif, et puis là, on n'est pas dans son ensemble, on n'analyse pas l'ensemble de l'entretien, mais juste vous dire un peu comment ça fonctionne. Donc là, il y a un propos d'un client. Je fume beaucoup moins qu'avant, seulement 1 ou 2 joints. Je ne pense pas que cela nuise à quelqu'un. Puis là, on peut voir, en fonction de la réponse du clinicien, où est-ce qu'il se situerait dans des cotes. Donc, si le clinicien dit « Vous avez fait un effort pour diminuer et vous avez l'impression que votre consommation actuelle ne dérange personne. » Donc, oui, elle souligne qu'elle porte une attention au langage du patient quand elle dit « Vous avez fait un effort pour diminuer. » Okay? Et en même temps, elle ne va pas en profondeur parce qu'elle termine sa phrase sur la notion, par exemple, que la consommation actuelle ne dérange personne. Donc, elle le souligne, mais elle ne l'approfondit pas. Tandis que, par exemple, pour le 4 et le 5, si le client dit « Bon, je fume beaucoup moins qu'avant, seulement aux 2 joints, je ne pense pas que ça la nuise à quelqu'un. » Donc, si le clinicien répond « Vous avez fait de grands efforts pour diminuer de façon significative votre consommation, vous avez même réussi à diminuer à 1 ou 2 joints. » Il y a de fortes chances que le client, après, il poursuive, donc il l'approfondisse. Puis après ça, ça permet encore à l'intervenant de le renforcer. Dans le 5, c'est la même chose. Il y a de quoi être fier d'avoir réussi à diminuer autant votre consommation. Avec vos efforts de l'an dernier, vous consommez maintenant seulement 1 ou 2 joints. Donc, encore une fois, le client, il va continuer, puis il s'est senti valorisé. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Ça, c'était la première section. Dans la deuxième section du MIT, on va analyser phrase par phrase, un peu comme je viens de faire, là, mais là, on va regarder phrase par phrase l'ensemble des reflets. Est-ce qu'il y a au moins autant de reflets complexes que de reflets simples? Est-ce qu'il y a plus de reflets, 2 fois plus de reflets que de questions? Ça, vous devriez réfléchir. On est très bon pour poser des questions. Est-ce que je mériterais de développer plus ma capacité à faire des reflets? Est-ce que mes propos sont plus dans la valorisation, dans chercher la collaboration, accentuer l'autonomie, ou à l'inverse, qui est non adhérent à l'EM, est-ce que je confronte ou est-ce que j'essaie de persuader l'autre qu'elle devrait changer? Ça serait bon pour elle. Donc, en résumé, c'est de l'EM quand on a une conversation centrée sur la personne, avec empathie, compassion, avec une conversation réflexive. On reflète les propos de l'autre pour qu'elle s'entende parler. Quand on a une cible particulière de changement commune, identifiée par les 2 protagonistes. Et puis, lorsque l'intervenant suscite chez la personne ses propres motivations à changer, quand on fait de l'évocation. Donc, ce sont 2 sites Internet en français et en anglais qui sont assez exhaustifs. Un qui est français, d'origine française, et l'autre qui est plus d'origine américaine. Il y a énormément de livres qui sont très bien écrits avec de la recherche associée aussi. Ici sont les références pour le MIT, pour le manuel de codage. Et puis, pour terminer, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, au plaisir!